Et voilà, nous sommes en ligne et la salle virtuelle est ouverte. Donc, bienvenue à tous ceux qui sont là ce soir, qui nous écoutent déjà et qui nous voient. Alors, je vois qu'il y a déjà des habitués des jeudis d'Artege. Donc, si vous voulez bien, effectivement, vous pouvez nous dire d'où est-ce que vous nous écoutez ce soir, en France ou à l'étranger, pour que nous puissions eh bien voyager ensemble. Alors, je vois que j'ai déjà eu Chartres comme première localisation. Et cela avant même que nous ayons ouvert la salle. Donc Chartres, ici nous avons Lyon, et puis Le Chesnay, Cholet, voilà, le Rivier d'Almont, montagne, Toulon, Grenoble, Saumur, Saint-Cyr-l'École, dans le 78, Boulogne-Billancourt, Montpellier, Saint-Jean-de-Luz, Poitiers, Paris 14e, la Dordogne, la librairie Chrysalide à Angers, ah oui, nous les avions déjà vus, Lille, Font-Romeu, un petit faible pour Font-Romeu. Toulouse, Font-Romeu. oui. Toulouse, Clérac en Lot-et-Garonne, Tours. Alors, je crois qu'il y a une faute de frappe sur l'autre, j'arrive pas à lire. Voilà, Poitiers, Paris 14e, la Dordogne aussi, les Yvelines. Alexis dans le Loir-et-Cher, oui, un habitué également. Très bien. On a encore quelques minutes, hein, puisque tous les inscrits ne sont pas encore connectés. Donc, Saint-Denis-du-Maine, Ancenis, Saint-Géréon dans le 44. Donc, 44, c'est Loire-Atlantique. Teix, ou Tex, on doit dire tout simplement, je pense. Voilà. C'est très français ce soir, visiblement. Quelquefois, nous avons même des personnes d'Afrique du Sud ou d'Allemagne. C'est des belles surprises. Ah, Varsovie, ça y est. Ah bon? Tout de même, oui. Varsovie. Peut-être qu'en Afrique du Sud, ces sujets-là sont bien connus, que le décalage horaire a découragé, je ne sais pas. En Allemagne, je ne sais pas trop comment où on en est des médecines naturelles, mais en tout cas, ils ont encore des herboristes. Je me souviens de ça, c'est encore possible. Ils ont un diplôme d'herboriste. Voilà, bon, et bien Perpignan, et oui, Perpignan, voilà, de Kitry de Perpignan qui est là ce soir aussi. Voilà, nous allons, oui, je pense que nous allons pouvoir commencer puisque de toute façon le webinaire est enregistré, donc même ceux qui auraient raté le début pourront nous rejoindre. Donc voilà, bienvenue à vous tous au jeudi d'Artege. Donc vous connaissez pour beaucoup le concept, mais voilà, chaque jeudi à 21h, un auteur des éditions Artege vient à votre rencontre pour partager autour d'un thème et répondre à vos questions en direct. Alors nous avons déjà reçu de nombreux auteurs, dont Monseigneur Ray sur l'islam, le Père Joël Guibert sur le combat spirituel, Mélina et Pascal Oudot sur Travail et vie de famille, une perspective chrétienne, Gabriel Cluzel sur l'enracinement, Blanche Streb sur la bioéthique. Et la semaine prochaine, nous recevrons l'abbé Grosjean sur son livre Être prêt, repères spirituels. Nous recevrons plus tard le Père Joël Pralon sur son dernier livre Pourquoi avons-nous si peur de la mort, faire face et trouver la paix intérieure, Inès Pellissier du Rosas sur l'éducation affective, et l'abbé Mathieu Daucher, et puis bien d'autres. Donc tout ce programme, vous pouvez le retrouver dans la rubrique webinaire du site web des éditions Artege. Je vous inscrirai le lien tout à l'heure sur la messagerie instantanée. Et vous pouvez aussi dans cette même rubrique réécouter des webinaires passés. Donc si vous étiez inscrit, vous n'avez qu'à rentrer votre adresse mail d'inscription comme une sorte de mot de passe et ça vous donne accès au webinaire. Et puis si vous n'étiez pas inscrit, soit vous avez le livre et vous avez le code de gratuité, soit c'est proposé à l'achat. Voilà, le format est toujours le même, donc 1h30 de webinaire avec au début 30 minutes d'exposé, puis 1 heure de questions-réponses avec l'auteur. Et vous pouvez donc dès à présent, de la même manière que vous nous avez donné vos localisations, eh bien vous pouvez écrire vos questions sur la messagerie instantanée. Et c'est normal que vous ne voyez pas les contributions des autres internautes puisque la messagerie est réglée en mode confidentiel. Voilà, ce soir, nous sommes avec le docteur Patrick Teillet.
Donc, docteur, vous êtes... merci d'être avec nous ce soir, tout d'abord. Hein, je vous laisse, si vous voulez nous dire bonsoir. Merci à tout le monde. Merci à toi, Lucie. Voilà, merci. Vous êtes donc médecin et sensibilisé à l'écologie dès les années 70 et même depuis votre jeunesse. Vous avez été médecin homéopathe et acupuncteur pendant 25 ans. Et puis, durant 12 ans, responsable du bureau médical de Lourdes pour authentifier les guérisons miraculeuses. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont plusieurs sur les expériences de mort imminente ou EMI. En cette époque de soucis écologiques plus importants, vous avez voulu réfléchir à l'impact de la médecine moderne sur la planète, mais aussi sur l'homme. Vous avez effectué une étude concrète et comparée des différentes approches médicales en intégrant les approches ancestrales des médecines dites traditionnelles. Et vous avez rassemblé le fruit de vos recherches dans ce livre, Une autre médecine est possible. Alors, je vous montre ça bien. Voilà. Une autre médecine est possible. Voilà. Donc, pour une santé respectueuse de la création, de la vie et de la personne. Je vais maintenant donc vous laisser la parole et pendant que nous vous écouterons, je prends donc toutes les questions que vous pouvez poser sur la messagerie instantanée. D'accord. Bon, ben écoutez, je suis très heureux d'être avec vous ce soir pour parler de ce livre qui me tient à cœur et que je porte en moi depuis fort longtemps. Et avec tout ce qui se passe aujourd'hui, je me suis dit que ça aurait été lâcheté de ne pas le publier. Et voilà, et il est sorti pendant le Covid, c'est comme ça. Moi, je le considère un peu comme, je dirais, le résumé de mon parcours, que Lucie a un peu raconté, donc une sorte de testament, on peut dire. Un message que je veux transmettre, un cri du cœur, hein, et qui est celui-ci. Je crois franchement qu'un renouveau de la médecine est devenu nécessaire. Donc, mon livre n'a absolument pas pour objet de faire le procès de la médecine, hein, dont je reconnais tout l'intérêt dans des cas précis, dont nous avons tous eu besoin ou aurons besoin un jour ou l'autre, dont nous nous sommes tous redevables. Tout ce qui permet de soigner et de sauver des vies mérite d'être respecté. Et vous savez que d'ailleurs les médecins se donnent à fond dans cette lutte contre le coronavirus. L'année 2020 a quand même vu 49 médecins libéraux en activité décédés dans l'exercice de leur profession. Il faut quand même le savoir, ce qui est quand même assez sans précédent. Donc la médecine, en effet, aujourd'hui est remarquablement efficace, j'allais dire redoutablement efficace peut-être, et ceci en mettant un peu en exergue la citation d'Aldous Huxley que je mets en début de mon livre. La médecine a fait tellement de progrès que plus personne n'est en bonne santé. Je crois que c'est une constatation d'actualité face à ce virus qui fait des ravages sur des populations fragiles et fragilisées, qu'on a apeuré au maximum. Hein. Vous savez, je lisais dernièrement, rien n'affole plus les peuples que de se redécouvrir mortels. Et je crois que c'est ça qui a été l'affolement général cette année, de se redécouvrir mortel. On s'y attendait vraiment pas. Et donc, il faut raison garder. Alors, je crois qu'il est peut-être plus temps aujourd'hui de tout attendre de la médecine, hein, d'une médecine basée en fait sur la maladie et non pas sur la santé, d'une médecine dépendante des technosciences et de la chimie, d'une médecine qui est très sûre d'elle et qui manque peut-être un peu d'humilité et de bon sens. Mais c'est surtout à nous, les patients que nous sommes tous, de ne pas tout attendre passivement d'elle, de ne pas lui demander l'impossible et de redevenir acteur de notre santé dans une relation de confiance et de transparence, je dirais, avec son médecin. Alors, je voudrais d'abord attirer l'attention sur un fait qui passe trop inaperçu, c'est que la médecine actuelle est le reflet exact de la société qu'il a produite. Je dirais, c'est un peu son clone.
Elle s'est développée, en effet, elle a pu se développer dans l'esprit du cartésianisme, considérant l'homme comme une machine dont la tâche est de se rendre maître et possesseur de la nature, ce qui a théorisé la séparation du corps et de l'âme. Puis, avec Claude Bernard, la médecine est devenue expérimentale, mais dans la lignée du rationalisme des Lumières, qui a orienté tout l'Occident vers le matérialisme dans une vision de plus en plus dualiste et mécaniste, basée sur le déterminisme et lui dérobant sa spiritualité. Donc la modernité, comme on l'appelle, a ainsi sécrété une médecine à son image, un système techno-industriel néolibéral, dépendant des firmes pharmaceutiques de plus en plus puissantes, fabriquant toutes sortes de médicaments à partir de la chimie. À l'origine, du développement de cette médecine qu'on dit allopathique, c'est-à-dire qui a pour objectif, avant tout, l'élimination des symptômes des maladies. On découvre aujourd'hui les limites de ce modèle, car depuis des années, l'industrie pharmaceutique, en fait, n'a plus grand-chose à découvrir et la qualité des soins se dégrade, malgré des coûts de plus en plus importants, formant pourrait appeler une bulle qui risque d'éclater tôt ou tard si on ne fait rien. Donc il faut regarder les choses. On a un système médical qui est débordé, qui est malade, on peut dire, et une maladie, à l'image de la société elle-même, épuisée et désemparée. Alors de plus, la médecine sur le modèle de ce néolibéralisme technosanitaire est bien plus polluante qu'on l'imagine, présentant de nombreux effets indésirables, tant sur notre organisme, notre milieu intérieur, que sur l'environnement, notre milieu extérieur, avec tous les rejets de ces médicaments dangereux, en fait, dans la nature. Et aujourd'hui, nous en mesurons les conséquences dramatiques sur le plan écologique. D'autre part, la technique, en particulier l'informatique, a pris le pas sur la relation médecin-malade et le traitement dépend aujourd'hui essentiellement de modèles randomisés, statistiques, qui définissent des protocoles que le médecin doit à tout prix respecter. Ce qui fait qu'on assiste aujourd'hui à une espèce d'assujettissement de la médecine et je dirais une prolétarisation du médecin. Autre constatation importante aussi, c'est que la médecine est maintenant dans la ligne non plus seulement de la modernité, comme on vient de le dire, mais de la post-modernité. Cette nouvelle idéologie relativiste, développée ces 50 dernières années en Occident, qui ne se veut pas un courant théorique, mais qui a bien un projet qui vise à déconstruire toutes les valeurs traditionnelles, culturelles, morales, spirituelles, en faisant naître un homme parfaitement individualiste, dont le lieu d'application emblématique est la biologie, et ceci grâce à la médecine, avec comme perspective ultime le surhomme, le transhumanisme, le clonage, et in fine la mort de la mort. C'est le titre d'un livre bien connu. Donc on en est arrivé au trafic de la vie naissante, au bricolage du vivant, conduisant des transgressions anthropologiques inacceptables, en dépit de toutes les barrières censées limiter ces excès, à chaque fois dépassés. Alors, beaucoup d'entre vous et d'entre nous, nous battons depuis des années pour tenter de limiter ces dérives anthropologiques. Mais nous voyons bien, nous nous rendons compte que c'est très difficile et que nous n'arrivons pas à arrêter ce rouleau compresseur. Et je crois qu'il faut prendre conscience, et je le crois moi profondément, qu'on ne réalise peut-être pas suffisamment que nous sommes en fait plongés dans un combat qui est plus d'ordre spirituel. Vous savez, l'évolution médicale actuelle ne relève pas du hasard ou d'une inéluctable évolution des mœurs, mais d'une volonté délibérée, programmée. En fait, c'est aux puissances du monde invisible que nous avons affaire, à un degré extrême. Pourquoi ? Parce qu'il touche à la fois la vie, la création et la personne. J'en parle au début de mon livre. Donc, on est arrivé à inverser l'ordre établi par le Créateur, à déclarer bien ce qui est mal et mal ce qui est bien, et ce, dans les fondements même de l'être humain, ce qui est tout à fait nouveau dans l'histoire de l'humanité. C'est la première fois qu'on en arrive là.
Aussi est-il indispensable d'être le plus possible au clair avec ce qui se trame. Le monde utilise la médecine pour réaliser le rêve prométhéen de l'humanité de prendre la place de Dieu avec des moyens qui aujourd'hui dépassent l'entendement. C'est un néo-paganisme idéologique dans notre époque. Alors, que faire? Je crois qu'il faut réagir, il faut résister. Dans mon livre, je parle, par exemple, de l'appel de Jean-Paul II à Washington, déjà le 7 octobre 1979, où il parle de se lever. Je parle aussi d'un prophète du XXe siècle que j'ai bien connu, Lanza del Vasto, qui a vu venir les dérives actuelles et la crise écologique avant tout le monde, et qui prônait la non-violence. La non-violence, c'est pas la faiblesse, c'est le retournement de la colère en courage. Et je pense que c'est ce que nous pourrions faire par rapport à la santé. Alors, des médecins se sont levés aussi, en sachant qu'ils sont de plus en plus neutralisés, et des pharmaciens d'ailleurs, n'ayant bientôt même plus droit à l'objection de conscience. C'est ce qui risque d'arriver. Alors, j'en cite quelques-uns, en particulier Jérôme Lejeune, que tout le monde connaît, le découvreur de la trisomie 21, qui vient d'ailleurs d'être déclaré vénérable pour l'héroïcité de ses vertus le 21e jour de la 21e année du 21e siècle, ce qui est quand même assez étonnant. On ne peut pas l'inventer. On a aussi des mouvements comme Alliance Vita qui vient encore de nous offrir une université de la vie remarquable sur la dignité, comment la comprendre, comment la défendre. Et puis, alors, je reprends aussi les appels répétitifs des autorités ecclésiales, que ce soit l'appel du patriarche orthodoxe Bartholomée, qui est très connu, ou bien des papes successifs, depuis Paul VI, Jean-Paul II, bien sûr, et en dernier lieu, François, avec sa lettre encyclique Laudato Si, qui est parue il y a exactement 5 ans. Tous ces appels qui prennent position pour la vie et la sauvegarde de la planète. Je crois que c'est un volet important du combat à mener, car il faut se rendre compte que s'étendant justement sur toute la planète, cette médecine dominante a éliminé les médecines traditionnelles du monde et des médecines nouvelles pour l'homme et pour la création, dont je parle dans ce livre, et qui ont tendance à être mises de côté. Mais donc le propos de mon ouvrage n'est pas seulement de proposer des réformes, mais de s'attaquer, je dirais, aux racines mêmes de ces excès pervers, à ce lien, je veux dire, ce lien spirituel, au sens vraiment du terme, au sens profond du terme, entre le monde actuel, de plus en plus égaré, affolé, entretenant une culture de mort, annoncée par Jean-Paul II, et une médecine formatée à l'image de la société, scientiste, matérialiste malheureusement, coupée des besoins de l'âme, et misant sur des moyens artificiels qui sont trop souvent opposés à la vie. Donc si nous voulons que les choses changent, je crois qu'il ne faut pas attendre que ça vienne d'en haut. Tout dépend de nous, les patients, par une prise de conscience personnelle qui doit nous amener à un changement de perspective. Je dirais vraiment un retournement, une vraie conversion de 180 degrés. Allons-nous en effet continuer à faire confiance à un système médical qui est quand même auto-entretenu, fondé donc sur la maladie et l'artificiel, ou choisir de faire reposer notre santé d'abord sur la force de vie qui est déposée en nous, en misant sur la prévention individuelle et en prenant en considération notre unité, corps et âme vitale et âme spirituelle, ce cœur profond, cette cellule intérieure de la psychologie humaine est la source de notre capacité à entrer en relation personnelle avec Dieu. Donc, c'est un combat qui nous touche tous parce que la santé nous concerne tous. Et est-ce que donc nous sommes prêts à revendiquer, je dirais, d'être soignés autrement? C'est à chacun de répondre. D'autant que, il faut le savoir, je le développe dans ce livre, il existe heureusement bien d'autres médecines, soit anciennes, soit nouvelles, qui ont fait leurs preuves
mais qui aujourd'hui n'ont pas le droit de citer. Je rappelle d'ailleurs, en revenant au père de la médecine, à Hippocrate, qu'il existe deux versants à l'unique médecine, deux grandes inspirations de l'art médical, deux courants, représentés par les filles d'Esculape, le dieu de la médecine. D'une part, Hygie, qui a donné l'hygiène et les moyens de prévention. D'autre part, Panacée, qui est devenu un nom commun, remède à tous les maux. Au cours de son histoire, la médecine a oscillé entre Hygie et Panacée, entre ces deux philosophies de l'homme, ces deux pôles de la dialectique interne, externe, terrain, microbe, inné, acquis, naturel, artificiel, la première plus vitaliste, l'autre plus matérialiste. Deux approches dont l'une a fini par étouffer l'autre. Panacée a pris le dessus dans la médecine moderne, se concentrant sur la maladie pour l'éliminer à tout prix grâce à des moyens extérieurs. Mais reste toujours Hygie. Hippocrate était convaincu par l'expérience que l'organisme a les moyens de tendre par lui-même à triompher de la maladie. Il disait « la nature est le médecin des maladies ». À l'instar de la culture bio, le rôle premier de la médecine n'est-il pas de renforcer les défenses naturelles de l'individu, mettant la priorité à consolider le terrain du patient, son dynamisme vital. Donc vous voyez qu'on est dans un tout autre modèle, qu'on appelle aujourd'hui un paradigme, fondé sur une conception différente de l'homme et de la santé, basée sur les capacités de guérison de l'organisme vivant. Ce modèle existe, mais il faut le réhabiliter. Alors dans mon livre, je donne 7 catégories de prise en charge de la santé. Le premier, c'est les moyens de santé comme la naturopathie qui recommande diverses formes de désintoxication et une alimentation saine. Si vous voulez, on pourra revenir dessus. Vous avez en deuxième lieu la nutrithérapie ou la micronutrition, nécessaire dans la mesure où l'agriculture industrielle et l'élevage intensif développés depuis une cinquantaine d'années dans les pays occidentaux produisent une nourriture appauvrie en microéléments nécessaires à la santé comme les vitamines, les minéraux, les oligoéléments, les acides gras, les acides aminés essentiels et les enzymes. Aujourd'hui, pour avoir la quantité de vitamine C nécessaire par jour, il y a 50 ans, il suffisait de manger une pomme. Aujourd'hui, il faut en manger 60. Vous voyez la différence. Les thérapies douces en troisième, vous savez, on les connaît, l'hydrothérapie, la phytothérapie, l'aromathérapie, le thermalisme, la luminothérapie qui marche très bien, ou la photothérapie. Vous avez des thérapies manuelles qui sont connues maintenant aussi, l'ostéopathie, la chiropraxie, l'éthiopathie, la méthode de Mézières qui marche très bien. Des techniques particulières comme la mésothérapie, la neuralthérapie, l'ozonothérapie, donc vous voyez, il y a du choix. Et puis, je parle des médecines énergétiques ou informationnelles ou de stimulation. C'est quoi? C'est l'acupuncture, d'abord, qui est pratiquée depuis des millénaires. Je ne développe pas. Et puis l'homéopathie, qui est quand même encore utilisée par 300 millions de personnes de par le monde, qui n'a pas, bien sûr, l'ancienneté de l'acupuncture, mais qui existe quand même depuis 250 ans et qui vient d'être déremboursée en France. On se demande pourquoi. Enfin, les médecines personnalisées, qui sont fondées sur des examens biologiques spécifiques et sont très, très intéressantes. J'en cite 3, la micro-immunothérapie, la protéomique et l'endothérapie. Voilà. Donc, vous voyez, il y a du choix, des médecines anciennes, des médecines nouvelles, et chacune avec leurs indications. Bien entendu, c'est un gros travail pour les connaître, mais je pense que c'est la nécessité pour pouvoir avancer dans ce sens-là. Alors, je donne aussi un chapitre sur Saint-Hildegarde, bon, qui date du Moyen-Âge, mais qui est revenu d'actualité aujourd'hui, parce que tout ce qu'elle dit est très intéressant à la fois sur le plan de l'énergétique et de la médecine intégrale, corps, âme, esprit. Je pose également un certain nombre d'éléments de discernement, tant sur le plan scientifique qu'humain et que chrétien, parce que oui, en effet, tout n'est pas forcément bon et il faut savoir s'adresser à des thérapeutes de qualité et pas à n'importe qui. Ceci dit, il ne s'agit pas d'opposer deux médecines. Moi, je suis pour une seule médecine, qu'on appelle d'ailleurs aujourd'hui
médecine intégrative, qui est développée aux États-Unis depuis plus longtemps que nous. Encore faudrait-il mettre la priorité sur les médecines naturelles et garder secondairement la médecine moderne avec son efficacité proverbiale et ses prouesses techniques en second, sans l'éliminer, bien entendu, je suis le premier à le dire. Voilà, donc vous voyez, c'est tout le thème de ce livre, je peux dire un cri d'alarme pour changer de paradigme. Moi, je défends donc une médecine intégrative, ouverte aux différentes thérapies, une médecine écologique, soucieuse de préserver l'environnement, une médecine de la personne, redéveloppant l'écoute et la qualité sémiologique reçue de nos maîtres, qui est l'étude des signes cliniques, une médecine intégrale, enfin, ouverte à l'âme et à la dimension spirituelle inhérente à toute personne humaine, qu'elle soit croyante ou pas. Voilà, vous comprenez que j'ai besoin de vous tous pour relayer ce message, ce cri du cœur, qui, je le crois profondément, mérite d'être entendu, car, encore une fois, ça ne pourra venir que de la base. Je conclus, s'il me reste encore 3 minutes. Voilà, je voudrais encore dire ma conviction que j'ai essayé de faire passer dans ce livre, que si on n'ose pas, aujourd'hui, remettre en question la médecine actuelle, parce que la médecine, je suis désolé, elle n'est pas sacrée, et en tout cas, elle n'est pas taboue. Et si on n'ose pas la remettre en question, foncièrement, je dirais, et si on n'ose pas remettre en question non plus tout ce qu'il apporte, c'est-à-dire Big Pharma, comme on dit, les laboratoires pharmaceutiques et tout le business qui est derrière, ainsi que la pensée unique qu'on nous assène à longueur de temps, je crois que nous allons vers des temps difficiles, dont nous voyons les premiers effets avec la crise sanitaire actuelle, où, malheureusement, déjà des moyens simples de prévention individuelle n'ont pas été préconisés, où des traitements anciens peu chers ont été volontairement interdits et qui auraient pu éviter, empêcher ce drame sanitaire, mais ce drame aussi humain et économique que nous vivons aujourd'hui. Voilà, si nous continuons, pour moi, dans ce sens de croire que la médecine officielle va tout résoudre, dont en particulier, il faut bien en parler, ces vaccins miracles qui apporteraient le salut et dont nous ne connaissons ni les tenants ni les aboutissants, si nous refusons de voir que ce qu'on nous prépare, ce n'est pas uniquement le transhumanisme, mais la mondialisation programmée où les personnes et les peuples auront vendu leur liberté et leur âme pour la sécurité et la santé limitée à ce monde fini, ce n'est pas seulement notre santé physique qui est en jeu, ni même notre santé mentale, mais bien notre santé spirituelle, c'est-à-dire notre salut et celui même, je le crains, de l'humanité. Voilà ce que je voulais dire en introduction et je suis prêt à répondre comme je peux à vos questions. Merci. Alors, première question, pensez-vous qu'il y a un risque de pandémie de plus en plus fréquente et si oui, à quoi cela est-il dû? Le risque de pandémie, bien sûr, il risque d'être de plus en plus fréquent à cause de la mondialisation. Il est sûr que la transmission des microbes, des virus en particulier, se fait beaucoup plus facilement aujourd'hui qu'il y a 50 ans, ou qu'il y a encore plus avant. D'ailleurs, les pays qui ont été les premiers impactés sont les pays, les régions proches des grands aéroports. Francfort, l'Allemagne, Milan en Italie, Paris avec Orly et voilà. Je crois vraiment que ça c'est un problème majeur et difficile à résoudre. Hein. Si on veut continuer à avoir en effet des échanges aussi importants, obligatoirement on risque d'avoir des viroses et des épidémies qui vont se succéder les unes après les autres. Je vois pas ce qu'on peut faire d'autre.
Merci. Alors, il y a aussi une question sur, donc là on part plutôt sur le Covid, sur l'artémisia. Connaissez-vous l'artémisia et qu'en pensez-vous? Oui, je le connais, bien sûr. Alors l'artémisia annua, donc c'est une plante qui pousse en Afrique et qui s'est révélée en effet efficace contre un certain nombre de maladies, dont les viroses, donc les maladies virales. Vous savez que à Madagascar, par exemple, je connais un missionnaire en particulier qui y travaille. Ils ont développé la culture de l'artémisia et ils l'ont utilisée avec efficience durant cette dernière année contre le coronavirus, la Covid. Alors, moi, c'est un traitement intéressant contre le paludisme déjà. J'ai des amis qui vont régulièrement au Congo-Kinshasa, qui s'arrêtent à Kinshasa, ils débarquent en avion, et ils vont à la maison de l'artémisia, ils prennent tout ce qu'il leur faut, en tisane ou en gélule, pour se protéger du paludisme. Et en même temps, ils se protègent de la Covid. Et c'est ce qui est arrivé encore dernièrement, puisqu'ils viennent de rentrer il y a 8 jours en prenant de l'artémisia, et ils continuent à en prendre d'ailleurs en France pour se protéger. Moi, je crois vraiment que là aussi, cette plante locale mérite d'être connue ici aussi en Europe, et heureusement d'ailleurs, il y a aujourd'hui une maison de l'artémisia à Paris. Donc, vous pouvez vous en procurer et prendre de l'artémisia, qui est une tisane qui n'est pas très bonne à prendre, mais qui est efficace. Bêtement, je dirais, franchement, c'est quand même pas compliqué de prendre une tisane 2 par jour pour éviter d'attraper ce virus. Il y a d'autres choses encore. Hein. Moi, je prends aussi, alors c'est plus compliqué à faire, mais ça a été révélé par vision, par un moine, par un ermite au Canada, c'est de prendre du citron, de l'ail et du gingembre. Tout ça avec de l'eau chaude, un peu de miel parce que c'est quand même assez difficile à avaler. Laisser une dizaine de minutes pour avant de l'avaler, mais c'est pas mauvais. Et finalement, tous ces produits, que ce soit l'ail, que ce soit le citron, que ce soit le gingembre, sont des produits qui sont efficaces contre toutes les infections. Oui. On le sait, et ça marche. Stimulant du système immunitaire. Alors, vous avez aussi une question. Donc, une personne dit, vous citez en page 101 une étude turque qui annonce un taux de réussite de 90% dans la prévention du Covid uniquement avec des compléments alimentaires. Trouvez-vous cette étude solide et robuste sur le plan scientifique? Conseilleriez-vous d'utiliser ces compléments alimentaires à la place des vaccins Pfizer ou Moderna? Alors, c'est pas question d'être à la place du vaccin. Qu'on soit vacciné ou pas, moi je crois qu'il faut, c'est garder la santé et se défendre contre le virus. Parce que malheureusement, on ne sait pas encore si le vaccin sera efficace à 100%, puisqu'on n'a pas de recul. Donc oui, ça reste tout à fait une recette intéressante. Il faut pas hésiter à l'utiliser. Moi, je recommande en tout cas vivement à tout le monde. Alors la bromélaïne, je la connais moins, mais la quercétine, c'est un extrait de produits naturels. Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, par exemple, l'oignon rouge. Bon, la quercétine, la vitamine C est très intéressante aussi. Il faut en prendre pas mal. Donc, mais surtout, la vitamine D. Parce que on s'est rendu compte que aujourd'hui, 85% de la population manquait de vitamine D, et en particulier chez les personnes âgées et chez les personnes qui prennent beaucoup de médicaments. Or, la vitamine D est une vitamine qui renforce les défenses immunitaires. Ça a été démontré. Et nous manquons tous de vitamine D parce que nous ne sortons plus suffisamment. Parce que malheureusement la pollution fait que parce que vous savez que la vitamine D c'est par le soleil qu'on l'a sur la peau et on ne sort plus suffisamment et la pollution fait que les ultraviolets
qui donnent le plus de vitamine D sont bloqués par la pollution. Donc, moi, je recommande, mais alors à 100%, qu'on soit vacciné ou pas, de prendre de la vitamine D3 tous les jours, au moins 2000 à 3000 unités internationales, et même peut-être 5000, parce qu'on ne risque pas d'en prendre trop. Donc ça, c'est vraiment la base de la prévention individuelle contre la Covid, qui n'est quand même pas compliquée, qui peut se trouver en pharmacie et qui coûte vraiment pas cher. Merci. Vous parlez aussi du zinc, n'est-ce pas? Du zinc. Du zinc. Ah oui, j'ai oublié le zinc. Alors le zinc, on manque tous de zinc également. Donc là, vous savez, l'idéal, c'est de prendre un mélange de vitamines, en fait, plus de la vitamine D3, mais un mélange de vitamines C, A, E et zinc. Ça se trouve dans toutes les pharmacies, vous pouvez trouver ce mélange, parce qu'en effet, le zinc est aussi nécessaire pour se défendre contre les virus. D'ailleurs, dans le protocole du professeur Raoult, il y a rajouté du zinc, pas seulement l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, mais également du zinc. Donc, n'hésitons pas à prendre du zinc. Oui, là j'étais en train d'écrire effectivement ce que vous disiez, c'est 5000 UI de vitamine D3, des multivitamines contenant 20 mg de zinc, 100 microgrammes de sélénium, ainsi que des vitamines B, C et E. Et vous dites que ainsi, si tout le monde avait fait ça, on aurait évité beaucoup d'hospitalisations et fait chuter la mortalité. Voilà. Absolument. Ça, j'en suis persuadé. Et c'est bien dommage qu'on n'ait pas distribué gratuitement de la vitamine D3 à tous les gens âgés ou dans les EHPAD. On aurait eu beaucoup moins de problèmes. Et c'est comme ça, parce que comprendre pourquoi. Merci. Oui, c'est vrai que c'est. Il y a cette question aussi. Alors bien sûr, il y aura la question de l'alimentation, mais une personne demande: conseillez-vous la médecine de Sainte-Hildegarde? Vous y consacrez quand même un long chapitre. Alors, je parle de la médecine Sainte-Hildegarde sur le plan ça, pas sur le plan très pratique. Parce qu'il existe déjà beaucoup de livres sur la médecine de Sainte-Hildegarde. Donc, moi, je n'ai pas étudié spécialement, mais j'en parle parce que elle met en évidence que la médecine voulue par Dieu est naturelle. Et donc ça, je crois que c'est quand même important. Elle dit des choses merveilleuses. Alors, j'ai essayé de les faire passer dans mon livre, et en particulier, le corps est l'atelier de l'âme où l'esprit vient faire ses gammes. Je trouve ça magnifique. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que Sainte-Hildegarde parle de médecine énergétique. Or, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un peu peur de l'énergie. Je ne sais pas pourquoi. L'énergie, alors, il s'agit bien sûr de bien distinguer l'énergie spirituelle ou surnaturelle ou les énergies en général. Non. Là, Sainte-Hildegarde parle bien d'énergie vitale, et j'en ai déjà parlé, parce que tout est énergie et information. On ne voit pas pourquoi ce serait pas vrai pour l'être vivant. Et donc, je pense que l'utilisation de l'énergie permettrait d'éviter l'utilisation massive de la chimie, en recourant donc à des moyens beaucoup plus biophysiques. Alors, vous savez, vous n'allez plus ouvrir votre voiture avec votre clé aujourd'hui. Vous utilisez l'énergie de votre électromagnétisme, de votre petit appareil là. Pour votre télévision, c'est pareil. Avec un infrarouge, vous l'allumez et vous l'éteignez. Pourquoi avoir peur de ces énergies-là? Alors, il y a des énergies mauvaises. On sait aujourd'hui que la 4G, par exemple, être près d'une antenne, c'est pas toujours facile. Il y a des gens qui sont hypersensibles. Il faudra voir ce que donne la 5G. Je pense que ça risque d'être pire. J'en parle aussi dans mon livre. Mais voilà, donc je ne donne pas de recette de Sainte-Hildegarde. Il existe beaucoup de livres, mais vraiment, ça vaut la peine de lire Sainte-Hildegarde, qui explique bien la médecine naturelle, qui explique bien la médecine ouverte à la personne dans son entier, et qui met bien en place l'importance de l'âme vitale. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, pour la médecine, l'âme n'existe pas. C'est le psychisme qu'on a mis à la place. Alors, c'est très bien le psychisme. Et heureusement que le XXe siècle a développé la connaissance du psychisme, du conscient, de l'inconscient, etc. Mais de ce fait-là, l'âme n'existe plus.
Or, qu'est-ce qui fait la vie? C'est bien l'âme. Quand un corps n'a plus d'âme, quand l'âme quitte le corps à la mort ontologique, le corps n'est plus un corps, il est un cadavre, il est une dépôt immortel et il va se décomposer. Donc l'âme est vraiment nécessaire pour la vie et combien il est important de l'entretenir et de la renforcer tout le temps. Et c'est très possible par ces médecines naturelles. Donc voilà, je crois que Hildegard de Bingen nous le rappelle et il faut la lire. Donc moi j'ai un chapitre sur Hildegard. Hein, il faudrait dire tout ce qu'elle raconte, c'est vraiment merveilleux. Je ne peux pas trop développer ici, mais enfin, vous verrez. C'est vraiment intéressant. Merci. Alors, effectivement, donc maintenant j'ai une question sur l'homéopathie. Une personne me dit, dans certains milieux catholiques, on dit que l'homéopathie n'est pas compatible avec l'Église et son enseignement. Qu'en est-il véritablement? Ça, alors ça, je n'en reviens pas encore que l'on puisse dire ça. D'où cela vient-il? Je me le demande. Franchement, l'homéopathie est une médecine expérimentale. C'est Samuel Hahnemann qui l'a découverte. Samuel Hahnemann au 18e siècle, bon, qui était de l'époque ancienne, 250 ans maintenant. Samuel Hahnemann avait fait des expérimentations sur lui-même et sur sa famille. Il s'est rendu compte que quand on prenait des produits qui ont développé des symptômes, si on retrouvait ces mêmes symptômes au cours d'une maladie, en donnant le même produit dilué et dynamisé, on guérissait ces symptômes. Et donc, il a expérimenté sur beaucoup de monde, il a repris tout ce qui existait dans la littérature scientifique, et il a développé donc une médecine qui est basée sur des produits naturels, comme Saint-Hildegarde, c'est-à-dire sur des minéraux, des végétaux et des produits animaux. Et donc, les utilisant sans risque de chimie, d'intoxication, il n'y a aucun effet iatrogène avec l'homéopathie, on risque rien. On peut prendre de l'arsenic, mais on ne sera pas malade parce que si on prend de l'arsenic, il est dilué, tellement dilué qu'il n'y a plus d'arsenic pondéral, mais qu'il y a une information qui est donnée puisque c'est très extrêmement dilué. Donc, c'est une médecine informationnelle de stimulation qui n'a rien d'ésotérique, qui n'a rien de magique. Et je suis vraiment abasourdi que des clercs même aient osé dire, mais je pense qu'ils sont en train de changer d'avis quand même, que l'homéopathie n'était pas une vraie médecine. Non, je suis désolé, l'homéopathie est une vraie médecine. Moi, j'en ai quand même 50 ans d'expérience maintenant, parce que j'ai commencé l'homéopathie en 1972. Donc, j'ai soigné toute ma famille avec l'homéopathie, j'ai soigné 20 000 malades au moins par l'homéopathie. Je ne pense pas que j'ai pu faire du mal, au contraire. J'ai été enseignant d'homéopathie à Lille dans les années 80. Et cette chaire d'homéopathie en faculté de pharmacie a duré jusqu'à cette dernière année, il y a 2 ans. Et elle a été fermée à la suite donc de pression. On ne sait pas d'où ça vient. Au point même que, donc, vous le savez, notre ancienne ministre de la Santé a interdit donc le remboursement de l'homéopathie à partir du 1er janvier, ce qui est lamentable. Bon, il n'y a pas d'autre mot. Alors que l'homéopathie permet de se soigner beaucoup plus facilement, sans danger. C'est pas cher et quand on achète un tube d'homéopathie, il peut servir pendant plusieurs années. Je connais de nombreuses mères de famille qui soignent leur famille elles-mêmes avec de l'homéopathie avec des résultats étonnants. C'est triste que l'on ait pu, d'une part, attaquer l'homéopathie en disant qu'elle était contre la religion, je vois pas comment,
Alors on a dit Hahnemann était franc-maçon. Bon, alors dans ce cas-là, je dirais il faut plus écouter du Mozart parce que Mozart était franc-maçon. Donc ça devient, on ne sait pas où on va là. Est-ce qu'il l'était vraiment? On n'en sait rien. Et en plus, à cette époque-là, ça n'a rien à voir avec ce que c'était aujourd'hui. Et donc voilà, je crois que il faut se libérer de ces idées préconçues et essayer soi-même l'homéopathie. Moi, j'ai fait 10 ans de médecine sans entendre parler d'homéopathie. Ma famille ne se soignait pas par homéopathie, celle de ma femme non plus. Et puis, j'ai lu un article sur l'homéopathie. Je me suis dit, mais ça, vraiment, c'est la médecine que je recherche. Je l'ai essayé sur moi et mes enfants, ça a marché. Je me suis formé et je suis devenu homéopathe. Et je le regrette certainement pas. Mmh. Merci. Alors une personne nous dit je travaille dans le domaine de la micronutrition et je suis heureuse d'entendre le docteur Tellier en parler ce soir. Effectivement, l'intérêt est aussi de renforcer l'immunité, notamment dans le contexte actuel. Ah ben oui, ça c'est fondamental. Et la micronutrition est la base. Je vous le disais, on manque de micronutriments à cause de l'agriculture intensive. Et donc, c'est absolument nécessaire de bien se complémenter sur le plan nutritionnel. Il faut prendre vraiment, moi je crois qu'il faut prendre régulièrement des compléments nutritionnels. Bon, il faut changer, il faut prendre un peu de tout, des acides gras, des oméga 3. Il faut prendre des minéraux. On manque presque tous de magnésium. Le zinc, on en a parlé. Des vitamines et des antioxydants divers et variés. Donc voilà. Si on manque de micronutriments, on est en mauvaise santé et on se défend très très mal. Donc d'où l'importance aujourd'hui de bien approfondir ce sujet. Et grâce à Dieu, il y a maintenant des personnes qui font, qui développent à fond cette spécialité et qui donnent vraiment de très bons conseils et des consultations intéressantes, parce qu'aujourd'hui on peut doser ces vitamines, on peut voir de quoi on manque, à la fois par la clinique et par la biologie, et rétablir donc un bon équilibre intérieur pour mieux se défendre contre les maladies et en particulier les maladies microbiennes comme la Covid. Mmh. Merci. Est-ce que nous pouvons reparler du coup d'alimentation? Parce que dans votre livre, vous parlez notamment du régime alimentaire méditerranéen. Oui. Alors, je crois que c'est le plus simple à suivre, le plus agréable finalement. Alors, c'est de type méditerranéen, parce qu'on n'est pas tous méditerranéens, mais voilà. C'est avant tout quoi? Des légumes et des crudités à chaque repas, c'est la base. Des fruits frais et secs 2 ou 3 fois par jour. Alors moi, je recommande de pas prendre les fruits après le repas. Il faut mieux prendre les fruits en dehors des repas. Sinon, on le digère mal. Des légumineuses 2 ou 3 fois par semaine. Les protéines, des protéines animales, mais alors végétales aussi, ça existe. Ou alors en privilégiant les petits poissons gras qui apportent des oméga 3 2 à 3 fois par semaine. Importance aussi de consommer des aliments fermentés. Vous pouvez penser, par exemple, à faire soi-même. On peut le faire de la choucroute. Oui, lacto-fermenté. Du kéfir de fruits. Voilà, c'est pas compliqué du tout. Il faut en faire régulièrement à ce moment-là. Des céréales complètes, quinoa, millet, sarrasin. Vous savez aujourd'hui combien il faut éviter les farines blanches, raffinées, parce que le blé aujourd'hui est un OGM. Il n'a plus le même de chromosomes que le blé ancien, parce qu'on l'a forcé, parce qu'on a fait des blés plus bas pour pas qu'ils se couchent, parce qu'on a fait un blé rempli de gluten pour mieux faire des sandwicheries et des pâtisseries. Et donc, il vaut mieux éviter
le plus possible. Bon, on peut pas l'éviter toujours, hein, et surtout si on a des maladies auto-immunes, alors là, il faut éviter les blés actuels. Donc tout ce qui est pain blanc, etc., gâteaux industriels, etc. Le remplacer par quoi? Par des blés anciens ou par du petit épeautre. Et le petit épeautre était déjà fortement recommandé par saint Hildegarde au Moyen Âge. Il faut parler aussi du lait. Malheureusement, le lait de vache pour les adultes, c'est pas un aliment parce que le lait est fait pour la croissance. Donc une fois que la croissance est finie, il faut plus boire du lait de vache encore en quantité, et même en petite quantité, le lait de vache n'est plus bon comme avant parce que les vaches sont forcées également, et le lait donc provoque, comme le pain blanc et comme la farine blanche, ce qu'on appelle une hyperporosité intestinale, c'est-à-dire que votre intestin va être percé de trous par lesquels passeront des antigènes qui vont provoquer, en fonction de votre génétique, des maladies, ici et là, auto-immunes. Donc, il faut beaucoup mieux consommer du fromage de chèvre ou du fromage de brebis, et de même des yaourts de chèvre ou de brebis. Là, vous ne craignez rien, parce que ces bêtes-là, on peut pas les forcer comme les vaches. Voilà. Donc, vous voyez, il s'agit pas de s'interdire des choses compliquées. Il faut se faire plaisir aussi, mais il faut être intelligent. Bien entendu, il vaut mieux ne pas abuser de trop d'aliments dans une journée. On a, c'est vrai, depuis 50 ans, forcé les choses. On mange trop sucré et trop salé. Là aussi, il faut y penser. Le sel, il faut bien sûr que les aliments soient un minimum salés, mais trop de sel nuit à la santé et provoque en particulier de l'hypertension artérielle. Et trop de sucre, comme malheureusement on le voit ces dernières années, provoque le diabète de la cinquantaine, qu'on appelle le diabète 2. Vous savez que, d'ailleurs, il y a eu une émission sur Arte début mars, qui était très intéressante et qui s'appelait Diabète, une addition salée. Je trouve que le titre était pas mal, qui rappelait que dans les années 60, moi, quand j'ai fait médecine, il y avait un diabétique sur 100 Français. Aujourd'hui, il y en a 10 sur 100. Hein. Et tout ça, c'est dû à une alimentation trop abondante, trop sucrée. Et c'est dû à cette société de consommation qui fait qu'on s'est plus rendu compte qu'on mangeait beaucoup trop et beaucoup trop sucré. Voilà, c'est du bon sens. Alors bien entendu, il faut éviter tout ce qui est aliments transformés, plats préparés, chips, crème glacée, soupe en sachet, pizza surgelée, tout ce qu'on vous offre largue à manu. Non, l'idéal c'est de faire la cuisine soi-même. Bien sûr, on n'a pas toujours le temps, mais à ce moment-là, prendre des fruits, des légumes et des boissons, et on peut se nourrir tout à fait correctement, sans abuser de rien, et grâce à cela, se maintenir en bonne santé. Merci. Alors, une question d'une jeune femme. Que penser du jeûne intermittent? Alors, le jeûne amaigrissant, je ne crois pas que ce soit bon. Jeûne intermittent. À intermittent, oui. Oui. Voilà. Alors, si on veut maigrir, il ne faut pas jeûner. Hein. Je ne crois pas que c'est pas la solution. Il faut d'abord se nourrir moins et se nourrir mieux. On le voit en particulier aux États-Unis. Hein. D'ailleurs, dans cette émission de Arte, on voyait que dans des régions plus pauvres des États-Unis, il y a beaucoup d'obèses parce que ils consomment justement des produits industriels, et même dans certaines villes, ils ne trouvent même pas de légumes et de crudités et de fruits à manger. Et d'ailleurs, c'était assez intéressant parce qu'il y a des associations maintenant qui vont dans ces villes proposer des restes, hein, mais des restes qui sont toujours valables de légumes et de fruits, parce que on en jette 20% à peu près dans les grands magasins. Donc voilà, pour dire que pour maigrir, alors le jeûne intermittent, oui, il est intéressant.
à pratiquer. Alors le jeûne intermittent, donc il s'agit de ne sans risque en plus, hein, parce que commencer à décider de ne pas manger, on va tomber dans des soit de l'anorexie, soit des risques graves. Donc le plus simple, c'est le jeûne intermittent, c'est-à-dire de ne pas manger pendant 14 ou 16 heures. 14 pour les hommes et 16 heures pour les femmes. Il y a toujours des différences. Et ce qui permet en effet de perdre assez facilement quelques kilos. Alors, le plus simple, c'est de ne pas prendre de repas du soir ou de pas prendre de petit déjeuner, hein, puisque la nuit compte. Voilà, donc il suffit de calculer. Bien entendu, il faut pas arrêter de boire, hein, il faut toujours boire de l'eau, mais c'est une méthode qui se développe aujourd'hui et qui a tout son intérêt. Et pourquoi pas l'essayer? Je pense que c'est une bonne façon de faire. Et ça peut être que bon pour la santé. Merci. Alors docteur, quel peut être l'apport des médecines alternatives pour les maladies neurodégénératives qui se développent de manière exponentielle? Donc la personne cite Alzheimer, Parkinson, maladie de Charcot, etc. Oui, la première chose, c'est quand même avant tout de ne pas être intoxiqué. Il faut quand même savoir que beaucoup de ces maladies sont dues à des intoxications que l'on connaît mal, mais vous savez qu'on est toujours exposé à plein de métaux lourds comme le mercure, comme le plomb, les plombages dans les dents par exemple, comme l'aluminium qui est quand même un des adjuvants les plus fréquents des vaccins, tous les vaccins. Or l'aluminium, on sait pertinemment que ça peut provoquer des maladies neurodégénératives. Donc voilà, le premier temps, c'est d'éviter si on peut, c'est pas toujours simple parce que on peut tous être intoxiqués par ces métaux lourds. Après, bien sûr, on peut pas tout éviter. On a certainement des raisons génétiques de faire telle ou telle maladie. Et donc, malheureusement, ça arrive chez certains et on ne sait pas toujours pourquoi. Alors, à partir de là, est-ce que les médecines alternatives peuvent agir? Alors, oui, alors c'est là où moi, je crois qu'il faut faire des examens biologiques dont j'ai parlé un peu et j'en parle dans mon livre, que ce soit la micro-immunothérapie, que ce soit la protéomique. Alors tout ça, vous le trouverez sur Internet, vous verrez comment il faut faire pour faire ces analyses, ou que ce soit, alors l'endothérapie, malheureusement, l'endothérapie, on ne peut plus l'utiliser. J'y ai travaillé avec mon ami Michel Geffard, qui a été le découvreur de l'endothérapie, mais aujourd'hui, à cause de raisons administratives, elle est interdite. Alors qu'il avait très bons résultats dans ces maladies neurodégénératives, à commencer par la sclérose en plaques, ce qui est quand même vraiment regrettable. Mais on a quand même donc des moyens, mais il faut bien sûr voir des médecins qui connaissent bien ces deux médecines, à la fois donc la protéomique fonctionnelle et la microimmunothérapie, pour qu'ils puissent vous prescrire des remèdes correspondant à ce qu'on trouve au niveau biologique. Parce que là, il n'y a pas de recette. Hein. On n'a pas de remède qui marche à tout coup, du tout. C'est malheureusement compliqué. Il faut rester très très humble. Les résultats sont pas toujours à la hauteur de ce qu'on voudrait, mais il y a des recherches qui se font en ce moment, et moi je crois que on pourra avoir de plus au fur et à mesure des meilleurs résultats. Il faut rester confiant. Mmh. Merci. Alors, question, il semble qu'à l'avenir, beaucoup de recherches vont porter sur l'apport des cellules souches. Jusqu'où cela est-il acceptable?
Ben, voilà, les cellules souches, si c'est des cellules souches embryonnaires, c'est pas acceptable puisqu'on utilise donc des embryons qui sont laissés pour compte quand on fait des Des avortements ou des FIV? des avortements ou des, comment on appelle ça? Fécondation in vitro? Voilà. Donc, ces embryons, on va les utiliser comme pour des cellules souches, c'est quand même dramatique et c'est contre nature et contre l'éthique. Par contre, aujourd'hui, on peut trouver des cellules souches. Alors, je suis pas spécialiste des cellules souches, et longtemps que j'ai pas étudié cette question, mais il existe des cellules souches qui ont été synthétisées par un japonais, si mes souvenirs sont bons, qui sont donc tout à fait utilisables. Et est-ce que on aura, c'est possible, hein, moi je pense que on va développer, alors à partir de là en tout cas, hein, pas des cellules souches embryonnaires, mais à partir de ces cellules souches, on va certainement arriver à des résultats dans un certain nombre de maladies qui n'ont pas de traitement. Il faut faire confiance là aussi dans la recherche médicale. Hein. Il n'y a pas de raison. On est toujours surpris par les découvertes qui se font. Et là comme ailleurs, quoi. Maintenant, on ne pourra pas jamais tout traiter. Et le rêve de l'homme immortel, c'est pas pour demain, ça c'est clair. Merci. Alors, question de précision, que pouvez-vous nous dire de l'utilisation des cellules souches embryonnaires dans la fabrication des vaccins du Covid? Ben malheureusement, on a utilisé en effet des cellules souches de rein, des cellules de rein embryonnaires, pour la recherche et pour la fabrication des vaccins contre la Covid. Il y en a même un qui s'appelle donc ou HR 293, qui veut dire que on a utilisé 293 fœtus pour cela. En sachant, c'est malheureusement pire encore qu'on l'imagine, que ce ne sont pas des fœtus morts, mais encore vivants. Sinon, ce ne serait pas utilisable. Donc, ça pose un problème éthique grave, et il faut le savoir. Donc, si vous vous faites vacciner, en particulier avec AstraZeneca, donc on parle beaucoup aujourd'hui, vous devez savoir qu'il y a un problème éthique sous-jacent. Après, c'est à vous de prendre votre décision en toute connaissance de cause. Je ne suis pas moraliste, mais je crois que chacun doit se poser la question. Merci. Question aussi sur l'eau. Quid de l'eau que nous buvons et que pensez-vous des dynamiseurs de l'eau? Vous en parlez, vous avez consacré toute une partie. Oui, c'est important l'eau. Hein. L'eau, c'est très important. Vous savez qu'on est fait de 85% d'eau. Donc, il est sûr que le renouvellement de l'eau dans notre organisme est très important. L'eau que l'on a à boire depuis nos robinets et n'est pas polluée, ça c'est sûr. On ne risque rien de ce côté-là, sur le plan infectieux par exemple, mais elle est chlorée justement pour éviter la pollution. Donc de l'eau chlorée, c'est pas forcément idéal. Alors en effet, il existe aujourd'hui des produits pour déchlorer cette eau du robinet. Je le dis dans mon livre, le plus sophistiqué, celui qui est le plus extraordinaire, c'est l'eau Kangen. Bon, je fais aucune publicité parce que moi, je ne l'ai pas chez moi. Je sais que ça marche très bien, mais ça coûte
ça coûte assez cher. Il faut la place de mettre cet appareil près de son robinet dans sa cuisine. On a, enfin, d'après ce que j'ai vu, une eau quand même de très 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 bonne qualité. Moi, j'ai d'autres solutions. Alors, il y en existe plusieurs. C'est des petites perles en céramique qui coûtent pas cher du tout. J'en parle dans mon livre et qu'on met dans la carafe ou dans la bouilloire. Et je peux vous dire que ces perles, je vais pas faire de publicité ici, ces perles éliminent le mauvais goût de l'eau déjà et éliminent le chlore et tout ce qu'il peut y avoir comme résidu, je dirais, dans cette eau. Et dès qu'on l'utilise, on voit la différence. En sachant d'ailleurs que ces petites perles de céramique, il faut les renouveler à peu près tous les mois en les faisant bouillir pendant 10 minutes. C'est très simple, mais c'est vrai que moi je me rends compte moi-même, au bout d'un moment, au bout de 3 semaines à moi, je me dis, bah tiens, l'eau recommence à avoir du goût, et voilà, à ce moment-là, on pense à les renouveler en les faisant bouillir. J'avais une de mes filles qui était à la campagne et qui avait une eau qui était vraiment pas bonne pour elle. Elle m'a dit qu'est-ce que je peux faire. Je lui ai donné, elle en a acheté elle-même d'ailleurs quelques perles de céramique. Elle m'a dit c'est incroyable la différence. Et voilà, faites l'essai, c'est pas compliqué. Alors bien sûr, l'idéal c'est de boire de l'eau de source. Hein. Tout le monde n'en a pas. L'eau du puits, malheureusement, aujourd'hui est polluée. On a un puits chez nous, mais on peut pas l'utiliser, elle est polluée. Donc, faut faire confiance à l'eau du robinet et puis essayer de la rendre meilleure avec ces petites perles de céramique. Tout le monde n'habite pas Lourdes. Hein. Si on avait de l'eau de Lourdes sous la main, ça serait l'idéal. Merci. Que pensez-vous aussi des filtreurs, filtrage charbon actif et du filtreur de la marque Berkey? Alors, je les connais pas particulièrement. Moi, je pense que ces filtres, a priori, doivent être corrects. Hein. Mais voilà, j'ai aucune expérience. Il faut demander à des gens qui les utilisent, savoir s'ils sont contents. C'est le seul moyen, parce que bien entendu, les fabricants vont vous dire que c'est ce qu'il y a de mieux. À voir l'expérience. Désolé, j'ai pas de réponse là-dessus. Merci. Alors, est-ce qu'il y a un lien avec un aspect transgénérationnel dans les maladies? Avec tu dis un aspect transgénérationnel. Alors, comme exemple, qu'est-ce qu'il y aurait comme maladie transgénérationnelle? Alors, il existe sûrement il y a la génétique quand même qui est transgénérationnelle, hein, c'est pas compliqué. Il est sûr que on a tous des gènes différents et qu'on a des gènes, par exemple des gènes qui vont nous permettre. Vous savez, des gens qui ont des parents qui ont vécu vieux vivent plus vieux. Il y a quand même des gènes certainement qui doivent agir. On connaît pas tout, hein, mais voilà. Alors on sait tous aussi qu'il y a des gènes qui transmettent des maladies. Maintenant, c'est encore en recherche. Il existe également des maladies psychiques ou mentales qui peuvent être transgénérationnelles. Alors là, je pense pas que ce soit inscrit dans le gène, mais justement, c'est inscrit dans l'âme humaine. Là, de génération en génération, on peut faire passer des mots divers et variés, surtout tout ce qui est caché, tout ce qui est négatif. Donc l'importance de se libérer de ces mots qui peuvent passer de père ou de mère à enfant. On sait combien notre propre histoire est importante.
D'ailleurs, c'est évident que toutes les guerres, par exemple, ont donné des séquelles pendant plusieurs générations à cause de tout ce qui était vécu de violent et de négatif durant ces guerres, que ce soit la guerre 14 ou la guerre 40. Donc oui, bien sûr, il y a des transmissions intergénérationnelles, il y a des liens qu'il faut quelquefois couper, d'où la nécessité éventuellement donc de voir des psychothérapeutes si nécessaire, ou aussi de voir des exorcistes. Hein. Ça peut être nécessaire dans certains cas. Merci. Alors, concernant la prévention, que pensez-vous de la sophrologie? Concernant l'énergie, que pensez-vous de la réflexologie plantaire ou palmaire? Alors, la réflexologie plantaire ou palmaire, ça marche bien. Je m'en suis fait faire une fois où j'étais au Japon. Et je trouve que c'est bon. C'est sérieux, c'est assez étonnant, mais on a tous dans notre corps des cartographies. Alors que ce soit en effet dans la main, que ce soit dans la plante du pied, que ce soit dans l'oreille, dans l'auricule, dans les pavillons de l'oreille. Vous savez, l'auriculothérapie, moi je l'ai découverte avec le docteur Nogier, qui était un maître que j'ai beaucoup admiré dans les années 70, qui avait redécouvert l'auriculothérapie qui existait en Chine, mais qui avait été oubliée. Et même les Chinois sont venus réapprendre l'auriculothérapie à son contact. Donc là aussi, dans l'oreille, on a la représentation de notre corps et on trouve les points correspondant à toutes les parties de notre corps. Si vous avez, par exemple, une douleur au genou, vous allez trouver que le point du genou dans l'oreille, qui est facile à trouver, est douloureux. Et si vous le piquez ou si vous envoyez une petite radiation, que sais-je, vous allez traiter votre genou. C'est assez étonnant, mais ça marche vraiment bien. L'auriculothérapie. Alors après, il a développé avec l'auriculomédecine, qui est un peu plus compliqué, hein, avec la prise de pouls. Mais donc, ce sont des médecines réflexologiques qui sont vraiment très intéressantes. Par contre, avant, vous me parliez de la sophrologie. Alors, c'est tout à fait autre chose, la sophrologie. Et là, je peux pas vous répondre parce que, je le dis d'ailleurs dans mon livre, je n'aborde pas toutes les méthodes thérapeutiques psychologiques, quelles qu'elles soient, l'hypnose, la sophrologie, etc., etc. Je crois qu'il y en a des très bonnes. Là, il faut vous adresser à des spécialistes de ces maladies-là. Mon postfacier Pascalide a écrit un livre sur le sujet, les thérapies courtes, si mes souvenirs sont bons, donc qui sont des thérapies rapides où il parle de la sophrologie, de l'hypnose, etc. Et là, vous aurez tous les renseignements qui peuvent vous intéresser. Non, moi je n'aborde pas, je ne pouvais pas tout aborder. Puis vous savez, on n'a pas toutes les connaissances, hein, c'est déjà assez compliqué comme ça. Et je suis désolé, mais je peux pas vous répondre pour ce qui est de la sophrologie. Merci. Quelle différence entre les énergies utilisées en médecine chinoise et les énergies des magnétiseurs qui viendraient d'esprits potentiellement mauvais? Oui, c'est une grosse question, ça. Alors, l'énergie chinoise, bon, c'est une énergie cosmotellurique qui vient du cosmos, du cosmos et de la Terre. Cette énergie-là, Saint-Hildegarde en parle d'ailleurs. Alors, elle se distribue dans l'organisme pour les Chinois, pour la médecine traditionnelle chinoise, le long de méridiens qui montent et qui descendent à la surface de notre peau. 2 heures par méridien, donc ceux qui font 12 méridiens pendant 24 heures. Ce qu'on appelle donc l'énergie, le chi, qui est l'énergie vraiment qu'on trouve partout, dans tout, sur toute la Terre.
puisqu'on dépend à la fois de ces, parce que encore une fois, je l'avais dit tout à l'heure, tout ce qui est matière a une information, une énergie. Donc ces énergies-là sont naturelles. Elles font partie de notre vie, elles font partie de notre nature, et donc le but de l'acupuncture, c'est d'équilibrer cette énergie en nous pour pas être malade. Il faut quand même savoir que l'acupuncture, c'est avant tout pour éviter d'être malade. Et d'ailleurs, on ne payait plus son médecin quand on était malade, c'est qu'il n'avait pas bien, il ne l'avait pas bien traité. Alors on n'en est plus là aujourd'hui, mais ça reste vrai. Ce sont les vrais médecins acupuncteurs. Et pour être un bon acupuncteur, et il faut avoir un peu les yeux bridés, je dirais, savent manier cette énergie. Alors après, les magnétiseurs, on ne sait pas trop de quelle énergie ils ont affaire. Et c'est là le danger. Alors ça peut être aussi cette énergie-là. Ça peut être cette énergie-là. Certains ont en effet des dons, il faut le reconnaître, à travers leurs mains, par exemple, qui font qu'ils peuvent agir sur cette énergie en nous. Mais le risque qui est alors là, inhérent à ce genre de pratique, c'est qu'ils commencent à utiliser d'autres énergies, des énergies d'ordre surnaturel. Et dans le surnaturel, il y a du bon et du mauvais. Il y a le bon surnaturel, hein, mais il y a le mauvais surnaturel, il y a des bons anges et des mauvais anges, voilà. Et donc, dans le surnaturel, on connaît pas tout. Et l'utilisation donc de ces énergies surnaturelles peut être extrêmement dangereuse parce qu'on met en route donc des entités que l'on ne connaît pas et qui peuvent être tout à fait néfastes. Donc, a priori, il vaut mieux éviter. Se méfier surtout des gourous, parce qu'en général, ils deviennent vite gourous, parce que c'est vrai qu'ils ont des résultats, hein, des résultats qui nous surprennent. Et ils finissent par avoir une autorité, un ascendant sur vous. Donc, il faut s'en méfier, surtout s'ils commencent à faire appel à des formules de toutes sortes, même, vous savez, soi-disant spirituelles, mais qui ne le sont pas du tout. Et donc, soyons méfiants et n'allons pas voir, c'est ce qui est le plus simple, n'allons pas voir des personnes qui se targuent d'agir sur ces énergies X, Y, Z, dont on n'est pas l'origine. Voilà, j'en parle un peu dans mon livre, je donne quand même quelques clés de discernement. Maintenant, faut pas non plus s'affoler. Des charlatans, il y en a partout. Il y en a même en médecine classique, hein, ne rêvons pas. Donc, le tout, c'est d'être prudent, de demander conseil, et puis de voir que si la personne, le thérapeute qu'on est allé voir, veut avoir une trop grosse influence sur vous par tous les moyens, il faut s'en libérer tout de suite et ne plus la revoir. Merci. Alors, une personne recommande le livre de Bertrand Chaudet, Sophrologie aux éditions Salvator. Alors, je connais Bertrand Chaudet, oui, c'est bien. Oui. Voilà. Alors, une personne demande: que savez-vous de l'augmentation des troubles autistiques dans le monde et plus particulièrement aux USA? Alors là, c'est plus vraiment de la médecine, mais les troubles psychiques viennent surtout je pense, de la violence qui est dans le monde, quoi, aujourd'hui, hein. Il suffit de voir ici, enfin, même pas la peine d'aller aux USA quand on voit quand même qu'une fille de 14 ans est battue, jetée dans la Seine, en 2021, que quasiment tous les soirs, il y a des violences dans les rues, que ce soit dans des petites villes comme Blois, enfin des villes qui sont pas des grandes métropoles, hein, ou comme Rennes. Donc il y a un mal-être généralisé. Aujourd'hui, bon, aux États-Unis c'est très spécial parce qu'il y a en plus
le problème du racisme qui est toujours là malgré tout. Non, je crois que on a subi aussi, j'allais dire, une castration spirituelle, et que dans un monde qui s'est coupé du transcendant, qui s'est coupé du spirituel, qui est uniquement horizontal, l'homme devient solitaire au cœur de la création. Et en fait, est-ce que c'est pas ce monde sans Dieu, est-ce que c'est pas l'enfer finalement? Faut regarder les choses en face. On a besoin de cette dimension supérieure. Et si on n'a plus cette dimension, on ne voit plus d'issue. Et si on n'a plus de perspective dans notre existence que la mort, je comprends que les maladies psychiques, les dépressions, les suicides, etc., se multiplient. Donc là, c'est une question quand même pour moi avant tout spirituelle. Il faudrait aujourd'hui retrouver cette dimension qui est inhérente à la personne humaine et qui lui est nécessaire pour vivre, pour vivre bien, pour vivre dans cette espérance qu'après la mort il nous attend quelque chose. Alors j'ai écrit quand même deux livres sur le sujet, hein, des expériences de mort imminente et expériences de vie imminente, puisque c'est vrai que ces personnes nous donnent en exemple que de l'autre côté, il y a quelque chose, alors qu'on croit toujours que, non, c'est pas, personne n'en est jamais revenu. Mais si aujourd'hui, c'est quand même un signe qui nous a donné qu'il est possible de découvrir au moment de la mort une autre vie qui est le prolongement de notre vie actuelle. Alors voilà, moi je crois que c'est avant tout ces troubles psychiques, psychiatriques sont, bien sûr, ça peut être des problèmes personnels, mais et il y en a forcément. Mais je crois que si on creuse un peu, si on va jusqu'au cœur, qui je le disais, la cellule intérieure de notre psychologie humaine, on va se rendre compte qu'il y a un manque, qu'il y a une sécheresse qui empêche de vivre. Alors, pour s'en sortir, il faut vivre dans la confiance, dans l'espérance et je crois dans la gratitude, hein, que tout nous est donné et à nous de l'entretenir et à nous de vivre dans cette espérance de la joie éternelle qui nous attend. Merci, docteur. La personne, en fait, qui parlait des troubles autistiques, Alors, voilà. l'autisme, c'est un autre problème. C'est vrai que dans l'autisme, il y a certainement aussi des causes pas seulement psychologiques, mais matérielles. Et il est possible que cette multiplication entre autres, de vaccins à la naissance, quand on pense que maintenant, vous en savez quelque chose, les jeunes, hein, moi aussi j'ai des filles qui se posent le problème qu'il faut 11 vaccins obligatoires pour ce pauvre petit, avec donc des adjuvants qui peuvent se révéler toxiques, qui ne sont pas forcément à chaque fois, on peut imaginer que ça peut être à l'origine de troubles, en particulier d'autisme. Il y en a, j'ai lu des articles qui défendent cette origine toxique. Donc voilà, tout est important à prendre en considération. De même l'alimentation, je pense qu'une alimentation déséquilibrée n'est pas bonne pour personne, et à commencer par les petits. Donc, il faut être très attentif. Il faut être très attentif à la vie, il faut être très attentif à chaque personne. Maintenant, on peut pas tout éviter, encore une fois, hein. Mais
plus on avancera, plus je pense on verra quelles sont les causes des maladies et je l'espère profondément, on pourra faire en sorte de les éviter. Parce que c'est ça qui compte, hein. C'est d'éviter les maladies avant tout. Parce qu'une fois qu'elles sont là, c'est beaucoup plus compliqué. Merci. Une personne dit nous sommes dans une période de lutte du bien et des puissances sataniques. Quelles armes pensez-vous que nous ayons, nous chrétiens? Prier et rester dans l'ombre pour échapper au mal, ou la prière, les sacrements, même si nous sommes en minorité, n'est-ce pas le moyen de lutter contre les forces diaboliques? Ah bah si, c'est sûr. C'est sûr. Je crois qu'il faut entrer en résistance aujourd'hui. On y est contraint. Parce que justement, ce monde sans Dieu est en train de se perdre. Et donc, on ne peut pas rester indifférent, surtout les chrétiens, qui avons reçu l'héritage du Christ et qui savons que c'est lui qui nous sauve. Donc, il faut résister. On sera peut-être le petit nombre. Ça a existé dans d'autres époques. Donc, compter sur ce que nous donne la prière, ce que nous donne l'Église pour tenir bon, les sacrements, c'est fondamental. Il faut pas craindre d'en user et d'en abuser, hein, et se serrer les coudes. Hein, je pense que si on est trop isolé, on tiendra pas bon, on tiendra pas le coup. Donc, importance de se retrouver, de vivre cette vie chrétienne ensemble. Donc de faire communion avec d'autres. Moi, je pense que c'est fondamental. Alors donc oui, la prière, oui, l'action de grâce, la louange, la gratitude, rester voilà dans la louange, c'est fondamental. Et puis je pense que la non-violence redevient une arme, je dirais, parce que pour être non-violent, faut être guerrier, disait Lanza de Vasto. Et donc ça devient une arme aujourd'hui. Peut-être qu'il faudra la développer. Hein, la résistance civile demande donc d'être fort et de pas être seul. Donc reconnaissons-nous les uns les autres. Vous savez que aujourd'hui il y a quand même un certain nombre de médecins qui se sont opposés à tout ce qui a été ce qui a été obligé qu'on nous a obligés de faire pour nous médecins, de ne pas soigner, par exemple, les malades, alors que vous ne me voyez plus là. Non, on ne vous voit plus. Ça a dû... Voilà. Ah, voilà. Donc, vous savez, le docteur Epstein, qui est de l'Est, a écrit « Je ne pouvais pas les laisser mourir ». Vous avez le docteur Fouché qui a créé Réinfo Covid, pour réinformer les médecins sérieusement, qui ont été désinformés, il faut dire ce qui est. Et donc, Réinfo Covid, ça s'adressait d'abord à des médecins, maintenant ça s'intéresse à tout le monde. Allez voir sur le site internet, inscrivez-vous. Voilà, moi je pense que il faut faire preuve de qu'on est là, et qu'on existe et qu'on résiste. Et voilà. Donc par les moyens spirituels et puis par les moyens humains. Merci. Alors je dis simplement, donc j'ai des personnes qui me disent que des liens, donc là en revenant sur la question de l'autisme, des liens sont faits par des médecins entre autisme et flore intestinale, notamment le docteur Campbell, qui a mis en place le régime GAPS pour son fils et a obtenu de très bons résultats. Et une personne me disait que la micronutrition semble aussi assez bien fonctionner pour ces troubles en fait autistiques. J'ai pas étudié vraiment l'autisme, mais je le crois volontiers.
Mhm. Merci. Nous aurions encore beaucoup de questions. Peut-être encore question. Oui, voilà. Pensez-vous que certaines intolérances et allergies alimentaires soient en cause dans les maladies auto-immunes? Alors, oui, sûrement. Sûrement, mais c'est très difficile de les reconnaître. Alors, il existe des examens aujourd'hui qui permettent de savoir à quoi on est intolérant ou allergique. Enfin, voilà. La maladie cœliaque, c'est la maladie la plus connue. Hein. On est vraiment intolérant au gluten. Mais il y a beaucoup plus de gens qui sont intolérants au gluten qui ne le savent pas. Pour le savoir, d'ailleurs, c'est pas manger du gluten pendant un mois ou deux et se rendre compte si les troubles qui nous gênent disparaissent, et ça peut disparaître très vite. Moi, je peux donner mon exemple. J'ai fait une pseudo-polyarthrite rhizomélique, c'est-à-dire que toutes mes articulations étaient bloquées. En revenant de Paris, je revenais de Paris, et puis le lendemain matin, en me levant, pas moyen de me coiffer, pas moyen de mettre mes chaussettes, bloquées. J'ai cru que ça allait se passer, puis ça s'est pas passé. J'ai vu une grande spécialiste rhumatologue de l'hôpital qui m'a donné la cortisone parce qu'il fallait que je m'en sorte tout de suite. Et puis, mais malheureusement, ça n'a pas agi comme elle voulait. Elle voulait me donner encore beaucoup plus de choses. Et puis, alors, moi, j'ai cherché un peu, mais je me suis dit, ben tiens, est-ce que c'est pas une intolérance au gluten? Je n'avais jamais pensé à ça jusque-là. J'ai arrêté le gluten, et à partir de là, ça s'est arrêté. Bon, voilà. Donc, et je sais aujourd'hui que si je reprends trop de gluten, je me ressens à nouveau coincé. Donc voilà, c'est d'une simplicité biblique, mais il fallait y penser, il faut le faire. Alors, je donne mon exemple, mais je pense qu'il y en a beaucoup d'autres qui pourraient donner le même exemple. C'est expérimental. Hein. Donc, en effet, je pense que aujourd'hui, on le sait, l'intestin et la porosité intestinale qui est due au gluten et à des produits auxquels on serait allergique ou intolérant peuvent donner des maladies graves. Hein. Et donc, d'où l'importance de soigner son intestin, d'éviter donc les produits allergisants ou dont on serait intolérant. Il faut se tester. Voilà. Et à partir de là, je pense que on éviterait pas mal de troubles pathologiques qui sont de plus en plus fréquents aujourd'hui avec une mauvaise alimentation. Mmh. Merci. Alors, un médecin généraliste me dit, il ne faut quand même pas voir tout en noir. Nous avons eu ces dernières années, mais vous le dites, hein, nous avons eu ces dernières années notamment l'avènement des antibiotiques qui ont sauvé, diminué la mortalité, le dépistage précoce des cancers, le traitement des maladies cardiovasculaires. Voilà, mais effectivement, vous le dites, je vous cite, vous dites « L'allopathie de base reste et restera indispensable pour traiter l'humanité souffrante si elle demeure raisonnée et accepte de s'ouvrir à d'autres perspectives, à commencer par les éventuelles médecines locales. » Vous le dites sur votre chapitre, dans votre chapitre sur la crise médicale. Donc vous ne refusez pas. Du tout. Mais pas du tout. D'ailleurs, moi, je l'ai utilisé. J'ai été médecin au Maroc pendant 2 ans dans le Rif, où j'ai utilisé la médecine, j'ai utilisé, mais heureusement, les antibiotiques et tout ce qu'on a, et je l'utilise encore de temps en temps quand c'est nécessaire. Et je le dis dans mon livre, hein, tout ce qui a été découvert au cours du XXe siècle pour soigner les gens, c'est extraordinaire. Et moi, je dis aussi, je le dis et je le répète, il faudrait l'inventer si on ne l'avait pas. Hein. Donc, je suis pas du tout négatif, mais je pense qu'on était arrivé quand même à une limite, qu'on a découvert beaucoup de choses aussi. On sait bien qu'aujourd'hui, par exemple, on va plus découvrir autant d'antibiotiques qu'on en a découvert, et il y a de plus en plus d'intolérance aux antibiotiques et des antibiotiques qui ne fonctionnent plus. Donc, il va falloir trouver autre chose. Et ça se trouve pas comme ça. Donc, on est arrivé à un sommet, je dirais, de la médecine, hein, sur plein de plans, hein, que ce soit en ophtalmologie, que ce soit en gynécologie, en obstétrique, en cardiologie, mais en cancérologie. Bon, d'accord. Mais il est, à mon avis, temps de revenir à des médecines plus simples,
donc ce que je disais entre hygie et panacée, revenir à hygie, hein, à l'hygiène de base, voilà, à entretenir la santé, plutôt que tout de suite utiliser une médecine qui est quand même, d'une part, certes efficace, mais euh, avec des effets secondaires importants et polluante. Donc voilà, il faut rester équilibré. Moi, je pense que dans mon livre, je le suis parce que je suis médecin et je pense et la priorité, c'est vrai que c'est de soigner et c'est notre vocation. Mmh mh. Merci docteur. Je rappelle, enfin, dans votre livre, vous avez encore de nombreuses choses à partager. Vous aviez notamment parlé des méfaits de la technique sur le corps, spécialement féminin. Vous parliez des méthodes de régulation naturelle des naissances, des méthodes qu'on peut aussi avoir quand l'enfant se fait attendre, de la naprotechnologie notamment. Et puis, bien sûr, vous avez toute une partie sur les autres paradigmes, c'est-à-dire les médecines traditionnelles, et puis d'autres types de thérapies avec des développements intéressants. Notamment, j'avais trouvé sur la médecine africaine avec des petites anecdotes. Voilà. Donc, je rappelle, je vais vous remettre bien sûr le lien, mais donc le livre du docteur est ici. Hein, Une autre médecine est possible. Voilà. Donc merci d'avoir été avec nous. Je suis navrée de ne pas pouvoir avoir pu poser toutes les questions, car nous en avions beaucoup. Voilà, mais je pense qu'en tout cas on a fait le tour et puis voilà, pour ceux qui ont le livre ou qui peuvent se le procurer, je pense qu'ils trouveront encore d'autres pistes intéressantes. Ouais. Voilà, et bien je vous souhaite une bonne soirée, docteur. Merci. Je rappelle que la semaine prochaine nous serons avec l'abbé Grosjean sur le thème Être prêt, repère spirituel. Euh, voilà, et puis la semaine d'après, alors comme on sera sur la semaine sainte, on fera exceptionnellement le jeudi d'Artège, un mardi. Donc, ce sera avec le père Joël Pralong. Pourquoi avons-nous si peur de la mort? Faire face et trouver la paix intérieure. Ce qui nous rappelle d'ailleurs les livres sur les expériences de mort imminente que vous avez écrit, docteur Patrick Taillet. Voilà, eh bien, je souhaite à tous une bonne soirée et puis à la semaine prochaine pour ceux qui seront avec moi avec l'abbé Grosjean. Au revoir tout le monde. Merci Lucie. Voilà, merci. Je vais docteur, si vous voulez, vous pouvez quitter. Et puis moi, je vais vous remettre, par exemple, les liens en fait pour les prochains webinaires, qui sera aussi le lien sur lequel vous pourrez retrouver en fait l'enregistrement de ce webinaire si vous souhaitez le réécouter pour reprendre des notes. Il est donc à l'adresse que je vais vous mettre sur la messagerie instantanée. Hop. Donc ici, voilà, pour les prochains webinaires. Et puis, je vais retrouver le lien. Voilà, le lien du livre. Voilà, excellente soirée à tous.